Ils semblent fragiles, de simples fils d'acier torsadés. Pourtant, 14 000 miles de ces câbles suffisent à soutenir le pont de Brooklyn depuis plus d'un siècle. Leur force extraordinaire ne vient pas du hasard, mais d'un processus de fabrication d'une précision absolue. C'est cette transformation qui permet à de simples brins de métal de supporter des structures colossales. Pour forger un câble à la fois robuste, résilient et fiable pour les applications les plus critiques, le voyage débute au plus profond des mines de fer. De là, la matière première est acheminée vers l'atmosphère incandescente des aciéries. À l'intérieur, les alliages sont portés à des températures fulgurantes jusqu'à leur fusion complète. Le métal liquide est ensuite coulé dans des moules pour former des blocs d'acier brut, les billettes. Chacune de ces pièces subit alors une série d'inspections rigoureuses. Une fois validées, elles sont étirées en fils toujours plus fins, puis méticuleusement torsadées pour former le câble final, prêt à être déployé sur des chantiers aux quatre coins du globe. Au plus profond des mines, une fibre naturelle atteignait ses limites. Chaque descente dans les entrailles de la Terre devenait un pari de plus en plus risqué. C'est là, dans les années 1830 en Allemagne, que le câble d'acier voit le jour pour répondre à ce défi. En remplaçant les cordages de chanvre, les treuils de mine pouvaient désormais s'enfoncer à des centaines de mètres sous terre, en toute sécurité, ouvrant la voie à l'exploitation industrielle à grande échelle. Près de 2 siècles plus tard, ce matériau a conquis presque tous les domaines. Chaque année, plus de 10 millions de tonnes de câbles d'acier sont consommés à travers le monde. On le retrouve dans les infrastructures, l'industrie lourde, le secteur pétrolier et gazier, le transport maritime et même les énergies renouvelables. Des millions d'ascenseurs en dépendent pour leur fonctionnement quotidien. C'est grâce à lui que les gratte-ciel peuvent s'élever, redessinant le profil des villes modernes. Ce qui demeure le plus fascinant, c'est le rapport entre son faible diamètre et son incroyable capacité de charge. Ces faisceaux de fils d'acier, torsadés avec une extrême précision, n'offrent pas seulement de la souplesse. Ils répartissent la force de manière parfaitement homogène sur toutes leurs sections. Ainsi, un câble de quelques centimètres d'épaisseur peut supporter des centaines de tonnes, une véritable prouesse mécanique du monde contemporain. Un grondement sourd fait trembler les profondeurs de la Terre. C'est ici, dans l'obscurité de mines colossales, que tout commence. De puissants systèmes de forage s'attaquent à la roche massive, y creusant des cavités destinées aux explosifs. Des explosions contrôlées fracturent dans la paroi, libérant des blocs de minerai de fer d'un brun rougeâtre. Ensuite, d'énormes excavatrices hydrauliques soulèvent des rochers pesant des dizaines de tonnes. Elles les chargent sur des camions miniers capables de transporter des centaines de tonnes à la fois. Ces mastodontes suivent sans relâche des itinéraires dédiés pour extraire le minerai de la fosse. Une fois arrivé à la zone de stockage, le minerai est déversé dans des trémies, puis transféré sur des convoyeurs qui s'étendent sur des centaines de mètres. Sur ces tapis, des cribles vibrants et des séparateurs magnétiques éliminent la terre, le sable et les autres impuretés grossières. Le minerai ainsi pré-traité est ensuite concassé en plus petits morceaux, une étape qui facilitera son transport et sa fonte future. Des wagons de chemin de fer spécialisés et des vraquiers prennent alors le relais. Chacun d'eux achemine des milliers de tonnes de matières premières par voyage. Ce cycle complet, de l'extraction au traitement initial, fonctionne sans interruption. Il assure un approvisionnement constant pour l'industrie sidérurgique et garantit une quantité suffisante de matières premières pour la production des câbles. Il arrive sous forme de roches brutes, mais quittera l'usine sous une forme liquide et incandescente. Dès l'arrivée des trains de minerai à l'aciérie, le processus de fusion peut commencer. Des milliers de tonnes de minerai de fer mêlés à de la ferraille recyclée sont déversés dans un gigantesque four à arc électrique, aussi haut qu'un immeuble de plusieurs étages. À l'intérieur, de colossales électrodes en graphite canalisent en un des courants si puissants qu'ils génèrent une chaleur dépassant les 2900 degrés. C'est assez pour transformer le métal solide en une masse tourbillonnante qui rougeoie comme de la lave volcanique. Pour donner à l'acier ses propriétés mécaniques, les ingénieurs ajoutent avec soin du manganèse pour la résistance, du chrome ou du nickel pour contrer la corrosion et du silicium pour améliorer la ductilité. En parallèle, de la chaux vive et du spat fluor sont introduits, formant une couche de laitier qui remonte à la surface. Agissant comme un filtre naturel,
Ce laitier absorbe les impuretés et affine le métal en fusion, laissant l'acier plus pur et plus résistant. Le mélange entier est brassé en continu par les électrodes massives, tandis que des capteurs modernes surveillent l'équilibre chimique avec une précision absolue, garantissant que chaque coulée respecte des normes exigeantes. Une fois que le fleuve d'acier en fusion a été purifié, il doit être dompté et solidifié. Lorsque sa composition chimique atteint le niveau requis, il passe à l'étape du moulage. Contrairement aux anciennes méthodes de coulée discontinue, l'acier chaud est aujourd'hui versé en continu dans des moules en cuivre, équipés de systèmes de refroidissement à eau forcée. Au contact des parois froides du moule, l'enveloppe extérieure du métal se solidifie instantanément, tandis que le cœur reste liquide. La solidification progresse alors de l'extérieur vers l'intérieur, formant des billettes pleines de plusieurs mètres de long, généralement de section carrée ou rectangulaire. Immédiatement après avoir quitté le moule, les billettes, encore à des milliers de degrés, sont envoyées directement au laminoir primaire pour profiter de la chaleur résiduelle. Ici, d'imposants rouleaux en acier allié, mesurant chacun jusqu'à plusieurs mètres de diamètre, tournent sans interruption, appliquant une pression immense sur la billette. À chaque passage entre les rouleaux, la billette est aplatie et allongée. Son épaisseur diminue tandis que sa longueur augmente. Ce processus se répète sur plusieurs cages de laminage, transformant progressivement la billette en forme semi-finie plus petite, comme des barres rondes, des bandes plates ou de longues plaques. La température élevée maintient l'acier ductile, lui permettant de se déformer sans se fissurer. Simultanément, les forces mécaniques répétées réalignent la structure interne des grains. L'acier devient ainsi plus uniforme, plus solide et plus stable, avant d'entrer dans la phase de tréfilage. Le feu a été éteint, mais le façonnage ne fait que commencer. Après avoir été laminé à chaud en produit semi-fini, l'acier est envoyé vers la ligne de laminage à froid pour être étiré en fils plus fins aux dimensions précises. Le processus débute lorsque les barres encore incandescentes du laminoir sont refroidies par un système de pulvérisation d'eau à haute pression. Ensuite, l'acier traverse une série de cages de laminage. Chaque cage abrite de grands rouleaux en alliage qui exercent une pression massive, amincissant et allongeant progressivement la barre. À chaque passage, la section de l'acier, qu'elle soit carrée ou rectangulaire, est réduite et remodelée en forme ronde ou plate, adaptée au tréfilage. Une fois à l'étape du tréfilage, l'acier passe à travers une succession de filières au diamètre de plus en plus petit. Chaque passage rend le fil plus fin, sa surface plus lisse et sa structure interne plus homogène. Cette étape se déroule à température ambiante, mais elle exige un contrôle strict de la force de traction, de la vitesse et de la friction entre l'acier et la filière. La moindre déviation peut provoquer la rupture du fil, un écart de taille ou une perte de la ductilité nécessaire. Dans les usines modernes, des capteurs laser sont installés le long de la ligne pour mesurer en continu le diamètre du fil. Ils sont couplés à des systèmes de rétroaction automatique qui ajustent la force de traction en temps réel, produisant des bobines de fil d'acier à haute résistance avec une précision dimensionnelle quasi parfaite. Sa forme est désormais fixée, mais son âme doit être reforgée dans le feu. Atteindre les dimensions souhaitées ne représente que la moitié du chemin. Pour véritablement répondre aux normes mécaniques, le fil d'acier doit subir sa prochaine épreuve, le traitement thermique. À ce stade, le fil est introduit dans un four et chauffé à des températures extrêmement élevées, généralement entre 1500 et 1700 degrés Fahrenheit. À l'intérieur du four, l'atmosphère est rigoureusement contrôlée en termes de composition gazeuse et de vitesse de chauffe. La chaleur ne se contente pas de faire rougir le fil. Elle modifie sa structure cristalline interne, réalignant le réseau des grains métalliques. Cette transformation confère à l'acier un équilibre idéal entre la dureté pour supporter la charge et la ductilité pour se tordre sans se rompre. Dès que la température cible est atteinte, le fil est guidé hors du four et directement dans la zone de trempe. Là, des jets d'air à haute pression ou des bains de liquides industriels spécialisés, comme l'huile, refroidissent rapidement l'acier. Ce choc thermique fige et verrouille la nouvelle structure qui vient de se former. La force est acquise, mais la vulnérabilité demeure. Il faut maintenant une armure contre le temps. Juste après le traitement thermique, le fil d'acier entre dans un autre processus essentiel,
le revêtement anti-corrosion. Selon son utilisation finale, chaque brin est recouvert d'une couche protectrice, le plus souvent une galvanisation au zinc ou un revêtement polymère. Dans les environnements exposés à l'humidité, à l'eau de mer ou aux produits chimiques, cette couche agit comme un bouclier invisible, empêchant le fil de s'oxyder au fil du temps. Pour le revêtement, le fil est d'abord nettoyé en profondeur avec une solution d'acide doux pour éliminer toute trace de saleté, de graisse et de rouille microscopiques. Il est ensuite soit plongé dans un bain de zinc en fusion, soit passé à travers un système de revêtement polymère où la température et la pression sont étroitement contrôlées. Le revêtement doit être uniforme, solidement lié et totalement exempt de bulles d'air. En effet, la plus petite brèche pourrait entraîner une détérioration rapide de l'ensemble du fil une fois sur le terrain. Il semble parfait à l'œil nu, mais une vérité plus profonde reste cachée à l'intérieur. Même après avoir reçu son armure protectrice contre la rouille et l'eau de mer, le fil n'est pas encore prêt à servir en première ligne. L'étape de l'inspection devient l'épreuve finale, où chaque défaut, aussi infime soit-il, est révélé. Sous le regard scrutateur de capteurs avancés, rien ne peut être dissimulé. Le diamètre doit être précis à des fractions de millimètres près et la surface ne doit présenter aucune déformation géométrique. De minuscules écarts, s'ils étaient ignorés, pourraient devenir la cause d'une défaillance catastrophique à l'avenir. Les données de chaque fil sont enregistrées, analysées et comparées à des normes techniques strictes. Au premier signe d'irrégularité, le fil est immédiatement retiré de la ligne de production. C'est plus qu'une simple vérification. C'est le processus de sélection ultime, garantissant que seuls les guerriers d'acier les plus forts et les plus uniformes accèdent à la grande scène mondiale. Un fil est ce fragile. Ensemble, ils deviendront incassables. Après avoir franchi toutes les étapes de traitement et d'inspection, les fils d'acier individuels sont transférés vers la ligne de toronnage pour être assemblés en un câble complet. Le système de toronnage supporte des dizaines, parfois des centaines de bobines de fil, montées sur d'imposants cadres rotatifs. Lorsque la machine fonctionne, ces cadres tournent de manière rythmée autour d'un axe central, tirant les fils sous tension et les enroulant les uns autour des autres, selon un motif hélicoïdal précisément défini. Avant le début du toronnage, les ingénieurs déterminent le type de noyau approprié. Le noyau peut être en acier, produisant un câble ultra résistant capable de supporter des charges de traction élevées, ou en fibre synthétique comme le polypropylène, qui rendent le câble plus léger et plus résistant à la corrosion dans des environnements spécialisés. Les fils sont d'abord regroupés en faisceaux plus petits appelés torons, puis plusieurs torons sont enroulés autour du noyau pour former le câble final. Tout au long du processus, des capteurs surveillent en permanence la tension, l'angle de torsion et les vibrations. Si un fil est tiré trop fort ou laissé trop lâche, le système s'ajuste automatiquement en temps réel pour maintenir l'uniformité. La vitesse de toronnage est également étroitement contrôlée. Une vitesse trop élevée peut déformer les fils, tandis qu'une vitesse trop lente réduit l'efficacité. Le câble est né, mais il doit maintenant être préparé pour une vie de mouvement constant. Une fois la première couche terminée, la machine continue d'enrouler des couches successives, alignées de manière compacte selon le plan établi. Chaque couche remplit une fonction différente. La couche externe résiste à l'abrasion, la couche intermédiaire supporte la charge principale, et la couche interne stabilise la structure. Grâce à cette répartition, le câble fini est à la fois assez souple pour l'installation et assez solide pour supporter des charges de plusieurs centaines de tonnes en conditions réelles. Un câble terminé ne peut cependant pas être déployé sur le terrain sans sa couche finale, un revêtement d'huile ou de lubrifiant spécialisé. Cette couche protectrice est appliquée soit par immersion, soit par pulvérisation à haute pression, en fonction de la structure du câble et de ses conditions d'utilisation prévues. La vitesse de défilement est synchronisée avec le système de pulvérisation, garantissant que chaque section du câble reçoit une couche uniforme de lubrifiant. Des capteurs de débit et de température régulent avec précision la quantité d'huile utilisée, maintenant une viscosité constante tout au long du processus. Ces lubrifiants sont généralement des huiles de base minérales ou synthétiques, dont la viscosité est rigoureusement contrôlée pour leur permettre de s'infiltrer profondément entre les torons. Pour les câbles conçus pour opérer en milieu marin
ou sous des charges dynamiques continues, le mélange d'huile est enrichi d'additifs qui offrent une résistance à l'oxydation et protègent contre la corrosion électrochimique. Cette étape est essentielle pour préserver les performances mécaniques du câble après le processus de torronnage. Pour prouver sa force, il doit d'abord connaître la rupture. Une fois la lubrification protectrice appliquée, le câble n'est pas encore prêt. Il doit d'abord prouver son endurance dans les conditions les plus extrêmes. Pour garantir une fiabilité absolue, l'inspection finale se déroule sur d'imposantes machines de traction hydraulique, des bancs de flexion cyclique et à l'aide de capteurs de micro-déformation. Le câble est étiré en continu jusqu'à sa rupture complète, un test qui détermine sa véritable limite de charge. D'autres épreuves le soumettent à des torsions et des flexions répétées, sous des pressions variables, simulant les environnements opérationnels les plus sévères. Le moindre signe d'irrégularité, de la fissure microscopique à un défaut d'uniformité structurelle, entraîne son rejet immédiat. Seuls les câbles qui survivent à chacune de ces épreuves rigoureuses sont autorisés à poursuivre le processus. Une fois validé, le câble est acheminé vers un système d'enroulement industriel. La vitesse et la tension de l'enroulement sont régulées en permanence par un contrôleur central et des capteurs de charge. Ce système précis empêche le câble de se détendre ou de se chevaucher de manière inégale. Un plateau tournant opère en synchronisation avec un rail de guidage transversal, déposant chaque spire de câble avec une précision millimétrique dans la gorge qui lui est destinée. Sur les lignes de production les plus modernes, des caméras et des capteurs de déplacement sont intégrés pour détecter et corriger la moindre déviation en temps réel. À la fin de cette étape, les extrémités du câble sont immobilisées par des pinces hydrauliques. Des codes de traçabilité et les données du lot sont ensuite imprimées directement sur le moyeu de la bobine. Chaque bobine terminée est ensuite fixée sur des palettes en acier ou en bois d'ingénierie. Elles sont alors enveloppées fermement dans un film thermo-rétractable ou une toile cirée pour les protéger de l'humidité. Des ponts roulants automatisés transfèrent les palettes vers la zone de conditionnement. De là, des chariots élévateurs les déplacent jusqu'à la zone logistique. C'est là qu'elles sont chargées sur des camions à plateau ou dans des conteneurs spécialisés, équipés de compartiments anti-roulis, prêts à quitter l'usine. Ils sont maintenant prêts à quitter l'usine. Du bloc de métal brut jusqu'au câble d'acier à haute résistance, chaque étape témoigne d'une précision et d'une puissance technologique exceptionnelles. Derrière cette transformation se trouve un système d'une grande complexité. Un monde où le plus petit détail revêt une importance absolument critique.